les rites de l'ancienne Égypte, des choses de ce genre. Donc il faut le voir comme ça, parce que Mozart restera toujours dans les premiers degrés de la franc-maçonnerie. Hein. Il n'ira pas plus loin, mais effectivement, ça l'amuse, ça l'excite, et pour lui, c'est une formidable source d'inspiration pour ses opéras, pour sa musique, et voilà. Donc, Mozart est passionné par les jeux de chiffres, par les nombres, par tout ça, il s'en sert dans sa musique, et il s'amuse à essayer de transcrire un petit peu les rites qu'il voit, les jeux des nombres, la Kabbale, mais il sait même pas ce que c'est que la Kabbale, mais je veux dire, voilà, la manière dont ces gens jouent avec les nombres, avec les chiffres, pour le retranscrire musicalement. Donc il s'amuse comme un gamin en loge, il découvre tous les symboles sans en comprendre malheureusement la finalité. Il le voit au premier degré, et pour lui, encore une fois, c'est un outil génial d'inspiration pour son œuvre. Ça donnera la flûte enchantée, des cantates, enfin des choses où il transcrit les symboles maçonniques en musique et où il s'amuse avec ça en toute liberté. Alors, vraiment l'importance du truc, c'est quoi? C'est la flûte enchantée. La flûte enchantée, c'est cet opéra qui est créé à Vienne le 30 septembre 1791 sur le livret d'un autre franc-maçon qui s'appelle Emmanuel Schikaneder. Donc l'opéra puise dans les rituels de l'ancienne Égypte et puis aussi dans des rituels qu'il a vus en loge. Et lui, il s'amuse à reprendre ça un petit peu et à le décliner musicalement. Sauf qu'il le fait tellement bien qu'effectivement, il le fait, j'allais dire, de manière naïve. Alors j'explique en 2 mots ce qu'est la flûte enchantée, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que tout le monde a entendu plus ou moins l'air de la Reine de la Nuit. Bon, ça tout le monde connaît. Donc voilà, en gros, l'opéra repose sur la dualité. La lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre. Hein, le bien, le mal. Alors le bien, c'est le personnage de Sarastro, contre le mal, la Reine de la Nuit. Alors la Reine de la Nuit, il faut savoir que c'est Lilith. C'est la lune noire. La Reine de la Nuit, c'est la révolte de la femme contre l'homme. C'est un genre de Caroline Fourest d'aujourd'hui, quoi, qui veut émasculer tous les hommes et qui veut détruire la structure de la société telle qu'elle était à l'époque, enfin telle qu'elle était encore il n'y a pas très longtemps. C'est toujours la même révolte contre la femme qui est faite pour enfanter, ce genre de choses, etc. Sauf que lui, il a bien compris le truc, mais il le dit et il dévoile tous les symboles maçonniques. Et il dévoile absolument tout. Dans l'opéra, donc le personnage de la Reine de la Nuit demande à sa fille de tuer le prêtre Sarastro. Sauf que lui, il le dit, il n'était pas censé le dire. Et son opéra est tellement clair par rapport aux intentions de la franc-maçonnerie que ça leur plaît pas du tout, déjà. À la création de l'opéra, il coupe la moitié, enfin c'est-à-dire le directeur du théâtre, qui est franc-maçon lui aussi, coupe la moitié des scènes parce que c'est beaucoup trop clair. Ça dévoile beaucoup trop de choses de ce qu'il a pu voir. Et Mozart n'en est même pas conscient. Lui, il a vu tout ça, il reprend ça, il le balance tel quel. Sauf que c'est beaucoup trop net pour le faire passer à un public dit de profane, puisque c'est comme ça que les francs-maçons appellent ceux qui ne sont pas initiés. Donc il y a les personnages de Pamina et Tamino qui doivent rejoindre le cercle des initiés et subir des épreuves.
Le dormeur doit se réveiller.